Content? Bien, on va parler front-end en fin de journée. On va faire un peu d'archéologie. Et pour commencer, je vais faire un disclaimer. Pour dire que ce que je vais vous dire là, c'est pas exhaustif, parce que j'ai pas toute la journée non plus. C'est lié à mon expérience, à mon vécu, forcément. C'est pas une bataille pour dire c'était mieux avant, faire le réac et dire non, en fait, c'était vachement mieux maintenant, avant c'est vraiment un truc de dinosaure. C'est pas ça non plus. Et c'est pas une bataille de chapelle pour dire ça c'est mieux que ça c'est pas bien, ça c'est nul, etc. Et donc pour commencer à parler de front-end, parler d'histoire du front-end et tout, on va faire un peu d'archéologie pour savoir d'où on vient. Et donc on va parler d'avant le Big Bang. Et avant le Big Bang, c'est un peu ça. Donc il y a un grand sage qui a dit, l'informatique après tout c'est des 0 et des 1. Bon, il est dans cet immeuble, je dirais pas qui c'est. Il se reconnaîtra. Et pour éviter de comprendre ce genre d'interface et de lire comme dans la matrice, de se mettre des tuyaux dans des orifices un peu douteux, on a préféré faire des interfaces pour les utilisateurs vachement plus compréhensibles. Et donc la première interface de PC de bureau, qui est identifiée comme telle en tout cas, c'est ce truc-là, donc Xerox 80-100 star, donc 1981. Et c'est identifié comme le premier desktop qui permettait d'avoir des applications, des systèmes de fichiers, etc. Mais dans ces années-là, il y a un petit truc qui monte, que l'on utilise un peu au quotidien. Il y a ce machin-là qui monte, ARPANET. Les plus intelligents et futés d'entre vous sauront qu'ARPANET, c'est devenu Internet après. Je ne vais pas faire l'histoire d'Internet, mais c'est grosso modo le but, c'est connecter les PC entre eux. C'est le but d'Internet, via des réseaux. Ça, c'est 1983, l'arrivée d'Internet. Et il y a ce monsieur-là, après, qui était ingénieur au CERN, qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui s'est dit, tiens, donc ingénieur au CERN qui lui-même était connecté à ARPANET, qui s'est dit, bah tiens, ça serait pas mal d'utiliser ce truc-là pour faire du partage d'hypertexte avec Internet. Et lui, ce monsieur-là, il a créé le World Wide Web, WW, W3, etc. La grande toile. Le but de ça, là où c'était connecter les PC entre eux, là c'était connecter les gens entre eux. C'était rendre accessible toute cette technologie pour le grand public. Et lui, il va inventer en fait ça, et il va inventer le premier navigateur web qui s'appelait pareil le World Wide Web. Et avec ça, donc c'était en interne, hein, au début à l'ARPANET, tout ça c'était très académique, dans les universités, dans les endroits comme le CERN. Et dès le début, il y a eu une fameuse image qui a circulé, c'est cette image-là. Donc là, c'est une petite étiquette sur sa machine à l'époque, c'était « This machine is a server, do not power it down ». Parce que là, vous comprenez que si on éteignait cette machine, on éteignait le web entier. Donc c'était quand même quelque chose, fallait faire attention. Et à droite, c'était le premier front-end, avec le back-end à gauche, que cette personne a fait, qui n'existe plus aujourd'hui, hélas, qui a été re-uploadé, d'ailleurs, on peut le trouver sur Internet, ce truc-là. Ça n'existe plus, mais c'était le premier site web, parce que maintenant on n'appelle pas ça site hypertexte, on n'utilise pas ce nommage-là, mais en fait c'est un site web. Et le premier site web, c'est ça. Ça utilisait quelque chose qui était inspiré de SGML, mais SGML, en fait, ça lui allait pas trop à cet ingénieur, à Tim Berners-Lee, donc il s'est dit, tiens, je vais inventer ce truc-là. Là. C'est quoi ce truc-là? HTML. À la base, il se disait que SGML c'était trop complexe, mais en fait, il s'est dit, mais en fait, la communauté hypertexte, elle adore SGML, elle trouve que c'est vachement bien. Et bon, je vais dire que ça a été beaucoup inspiré de SGML, et comme ça, HTML, c'est presque pareil, ça va attirer un peu de gens. Donc c'est aussi diplomatique que technique, pas trop de complexité, à la fois, amener une communauté derrière lui, quoi. Et donc HTML arrive. Alors il n'y a pas vraiment de version HTML 1.0, mais on identifie à peu près cette époque-là, donc 1993, on avance un peu dans le temps, pour se dire, HTML est arrivé. Donc à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais on avait déjà 18 tags avec du formatage de texte, des titres, des puces, on pouvait faire des images, mais on n'avait pas des choses comme les tables HTML. Donc là, il y a une petite histoire, un peu une historique des versions d'HTML, qui est à lire de gauche à droite.
C'était pas le bon sens pour mes slides. Mais il faut se dire que, typiquement, les feuilles de style, c'est arrivé en 97 à peu près. Et les feuilles de style, c'était compliqué à l'époque. Et c'était compliqué au début, mais c'était compliqué dans les années 2000. Mais je vais en parler juste après. À l'époque, encore une fois, Internet, c'était quelque chose de très académique, le web, c'était quelque chose d'académique, de confidentiel un peu, et il y a des ingénieurs quand même aux États-Unis qui se sont dit, tiens, je flaire quelque chose d'intéressant. Ils se sont dit, on va créer une boîte, qui s'appelle Netscape. Et Netscape, ils ont fait le premier navigateur à viser grand public, Netscape Navigator. Mais maintenant, tout a changé. L'année d'après, c'est 1995. Et alors 1995, je ne sais pas qui est né en 95 ici, donc ça fait partie des choses peut-être extraordinaires de 95, Brieux. Mais en 95, c'est une année charnière. En 95, tout a changé. En 95, ce qui restait académique, confidentiel, ce qui était fermé, qui était contrôlé par des organes de gouvernement, etc., ils ont dit bon, on va ouvrir tout. Et en fait, le web s'est ouvert aux 80. Il y a quelque chose qui est arrivé en 95 déjà, c'est Internet Explorer. Ça, c'est les débuts d'Internet Explorer, 95. Donc Microsoft, qui a créé Internet Explorer, qu'au début, ils ne croyaient pas trop au web, en fait. Hein, ils ne sont pas souvent dans les bons coups, même s'ils arrivent à s'y rattraper les wagons souvent. Ils ne sont pas souvent dans les bons coups. Ils pensaient qu'au début, le futur, c'était les télés connectées. Voilà. Bon, ils ont quand même fait Internet Explorer et sont arrivés dans le marché. Et à l'époque, grosso modo, ce qu'on identifie là-bas, c'est, comme époque du web, c'est le web 1.0. Donc le web 1.0, c'est ce genre de site web, ce site hypertexte, c'est de la présentation de contenu statique. Donc c'est pas dynamique. Les actions utilisateurs n'ont aucun effet sur votre présentation là. C'est du HTML. Et donc, comme je disais, on peut styliser un peu la chose via du CSS. Donc, au début, le CSS, c'était compliqué. Le CSS, c'était compliqué pendant longtemps, comme je disais. Pendant longtemps, suivant le navigateur, on n'avait pas le même comportement. Donc les développeurs, malins comme on était, on faisait ce qu'on appelait des hacks CSS. Donc si c'est cet navigateur-là, je fais ça. Si c'est celui-là, je fais ce bouton-là. Et puis on avait plein de hacks comme ça qu'on devait connaître pour que ça marche dans les navigateurs. Les navigateurs, évidemment, qui respectaient plus ou moins les spécificités et les normes de tout ça, on leur tapait sur les doigts, mais pour un développeur, c'était un peu compliqué de suivre. Donc on se disait, ce qui a été inventé à l'époque et ce qui a été utilisé, c'était les tests acides. Qui connaît les tests acides? C'est pas mal déjà. Ok, test acide. Donc le but du test acide, c'est que ce smiley-là doit s'afficher dans le navigateur que vous ouvrez. Celui tout à gauche. Donc on voit que Firefox, Firefox, il se débrouillait. Alors je ne sais pas exactement la date de ces trucs-là, c'est pas tout récent. Firefox, par exemple, dans ce cas-là, à cette époque où ça a été fait, il se débrouillait pas trop mal. Et puis Internet Explorer, je vais afficher quelque chose, je vais afficher un carré rouge, allez, c'est pas grave. Mais derrière, les clients nous demandaient, on doit développer, tout notre SI c'est Internet Explorer 4, et on n'a pas le choix, on doit développer pour Internet Explorer 4, puis si possible que ça marche pour Firefox, et si possible, etc. Okay. Les tests acides, ça a continué un peu dans le temps. On a eu le test acide 2 qui augmentait encore le niveau de normes et qui se mettait à jour. Aujourd'hui, c'est plus utilisé, les tests acides. Il y a eu quelques débats sur il y a acide 3 qui existe, mais qui n'est pas forcément au final respectueux des vraies normes. Donc c'est plus utilisé, mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup utilisé, ce genre de choses. Là, vous me dites, du front-end, mais là, il n'y a pas de back-end, là. C'est des pages HTML, voilà. Mais on s'est dit, quand même, on aimerait bien mettre un peu d'algorithmique là-dedans. On aimerait bien quand même générer nos pages hypertexte HTML avec des boucles, des conditions, tout ça. Et bien oui, c'est possible, on le faisait. Avec ce genre de code. Donc là, c'est un exemple en Perl. Alors, il y a une conférence de Richard Campbell qui est plutôt sympa sur un peu l'histoire du web, qui parle de ces langages comme des Write Once, Read Never languages. Et grosso modo, Internet, pendant beaucoup d'années, donc Perl c'est bien antérieur à 95, mais pendant pas mal de temps, le web, ça reposait sur ce genre de code. Que ce soit en Perl, en PHP, ou etc. Donc on faisait des choses comme ça, et puis voilà. Il y a une quinzaine d'années, pour information, j'ai fait du Perl de ce genre-là. Enfin une quinzaine d'années, 17 ans, j'ai fait du Perl à Rennes dans un projet pour faire ce genre de choses. Ça existe encore, il n'y a que 15 ans. Ça filoche, comme on dit.
En 95, qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a 2-3 petits nouveaux arrivants. Qui connaît le CF? Ouais. Cold Fusion qui a été oublié rapidement, mais il y a aussi PHP en 95. PHP, c'est 95 aussi, la fameuse année. Macromedia Shockwave, ça dit quelque chose à certaines personnes. C'est ce qui est devenu Flash après. Flash 1.0, donc a été racheté par Adobe, tout ça, c'est 96. Flash, c'était à l'époque la façon la plus simple et la plus puissante d'avoir de l'interactivité dans les navigateurs. Donc ça ne se faisait pas à moindre coût, il fallait un plugin navigateur, il y avait un langage de scripting derrière, il y a même plein de jeux encore aujourd'hui très connus qui ont été faits en Flash, vraiment des vrais jeux vidéo, notamment Dofus, Binding of Isaac, tout ça. Et ça c'est aussi à cette époque-là que c'est arrivé, 96. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre en 95? Java. Java c'est 95 aussi. Et Java, ils se sont dit, bah tiens, le web, ça a l'air bien, donc on va sauter dans le wagon du web. Et rapidement, quelques années après, 96 pour la spec et 97 pour la dispo dans son development kit, Java a sorti sa façon de parler au web et d'exposer du web avec les servlets. J'en parlais juste après. ActiveX, c'est que certains connaissent, ont déjà vu de l'ActiveX. C'est la réponse de Microsoft à l'interactivité en gros. C'était pareil, il y a un plugin navigateur, souvent que pour Internet Explorer. Ceux qui ont fait ce magnifique logiciel comme HP Quality Center savent que donc pour faire des campagnes de test, c'était du ActiveX derrière. Bon, ça a été abandonné depuis, mais ils en mettaient partout à l'époque. Et donc Java avec les servlets. C'est quoi une servlette? C'est ce genre de code. Ok. La servlette, ça permet, quand on la déploie, cette classe-là dans un serveur HTTP, ça permet de retourner du HTML, du XML, et tout ça à destination du navigateur web. Donc ça se met sur ce qu'on appelle un conteneur de servlet, comme Tomcat. Tomcat, c'est 1999. Jetty, un peu avant, 96. Et donc ça pouvait faire tourner ce genre de classe Java. Et puis avec ça, on avait en fait du web généré côté serveur, on pouvait faire de l'algorithmie, etc. L'intérêt de tout ça, c'est en fait à l'époque, c'était l'intérêt de Java surtout. C'est-à-dire on avait la JVM, donc la JVM, la sécurité, Write Once, Run Anywhere. Donc c'est quelque chose qui a vachement pris à l'époque parce qu'il y avait Java qui était derrière et qui a beaucoup poussé la chose et qui assurait un écosystème, une sécurité, des performances, etc. Il y a des frameworks qui sont construits autour de ça. Il y en a plein. Ça, c'est les plus connus, pour moi. Struts, Apache Struts. Année 2000, la version 1. En 2004, il y a Spring, avec Spring MVC notamment, qui est arrivé, qui a fait... Struts, je ne suis pas trop fan. Je vais faire ma propre version de l'implémentation de la servlette Java. On a JSF aussi, 2004. On a des choses comme Apache Wicket aussi, 2005. Alors ça, c'est pareil, mais plus orienté composant. On a Struts version 2 en 2006. Et à cette époque-là, c'était vraiment ce qui trustait en fait les développements d'applications web, en tout cas dans l'écosystème Java et dans les systèmes d'information. Sauf si on restait très propriétaire, orienté Microsoft, etc. Je voulais faire un clin d'œil sur Play, pour Antoine, mais qui n'est pas là. Mais Play, ce n'est pas une implémentation de la servlette. Donc, voilà. Et donc, maintenant, pour pour montrer un peu ce que c'était de développer ce genre de choses, ce genre de dinosaures à l'époque, je vous parlais d'un des frameworks que je vous ai montré, ce qui est Apache Struts. Qui a fait de l'Apache Struts ici déjà? Quelques-uns. Qui a aimé Apache Struts? C'est un bonheur. Qu'est-ce qui était hyper symptomatique de ces frameworks-là de l'époque et qui a perduré pareil pendant une dizaine d'années? C'était un pattern d'architecture qui était vraiment le summum de l'époque. C'était le modèle view controller. Ça, c'était, alors à l'époque, je suis hyper fier de ma blague. Sachez-le. Mais le MVC, c'était vraiment c'était le pattern d'architecture de pas mal de frameworks front, de librairies front. Ça a perduré pour AngularJS, etc. après. C'était enseigné à l'école, tout ce genre de pattern. C'est quoi le MVC? C'est tout simplement le découplage entre le modèle, la vue et le contrôleur. C'est-à-dire que la requête HTTP va passer par un contrôleur.
okay, qui va orchestrer tout ça. Ça va appeler le modèle pour récupérer de la donnée, modèle qui peut être construit à partir de données de base de données, de ce que vous voulez, d'une API, etc. Et puis après, ce modèle-là, on va l'envoyer sur la vue, qui va être en charge de présenter les informations de ce modèle-là. Okay. Et Struts se base sur ce pattern-là. Alors, petit préambule sur Struts. Les références et les documentations sur Apache Struts, évidemment, c'est un peu faire l'archéologie. Dédicace à JM Doudou. Qui connaît JM Doudou? Bah, évidemment, JM Doudou, la base. C'est pas mal de ressources sur Struts, ça vient de JM Doudou. Sur des pages archivées quand même, pas déconner. Mais voilà. Donc Struts, ça se passe comment? Donc, il y a une servlette qui s'appelle l'Action Servlet. Donc c'est une classe de Struts qu'on utilise qui va faire office de contrôleur pour nos requêtes. Donc la requête, elle rentre dans cette servlette. Elle est configurée via du XML, via un fichier qui s'appelle strutsconfig.xml. Je vais en parler un petit peu après. Et puis après, ça tape action form action. Il y aura des exemples de code après, qui permet de construire le résultat. Et la vue, c'est du JSP. Alors, je sais qu'il y en a qui en ont parlé tout à l'heure. Donc JSP, c'est la façon de faire des vues dans les frameworks Java de l'époque. Majeure partie du temps. C'est quoi JSP? JSP, c'est ça. JSP, alors ceux qui ont fait du PHP, ça ressemble vraiment quasiment à la fameuse balise PHP qu'on ouvre dans le code d'une page PHP pour écrire du PHP. Et ben, JSP, c'est la même chose, mais en Java. Donc on ouvre le petit chevron pourcentage, on peut écrire du Java, on peut écrire des if, fermer notre fameuse pourcentage chevron, puis écrire du code, comme ça on a une condition. Donc dans ce cas-là, c'est, si on voit bien, là, on fait un random. Si c'est supérieur à 0,95, on met ce premier I'll have a lucky day, ce premier bout de code. Sinon, on met le deuxième, et voilà ce que ça donne quand on donne ce rendu en fait derrière. Okay. Donc ça permet quoi, JSP? Ça permet de faire des boucles, ça permet de faire des conditions, de mettre du code, ça permet de faire des includes. Si on veut include par exemple le footer, le header, ça on peut le faire. Mais imaginez bien que ce n'est pas des frameworks orientés composants. Là, on est vraiment une requête, on a une vue derrière, donc on donne une JSP. Donc dans les faits, c'est pas comme ça. Dans les faits, les JSP, évidemment, vous comprenez bien qu'elles finissent par faire des milliers de lignes avec des boucles imbriquées, des trucs comme ça. Donc ça, c'était le bonheur de l'époque. Mais on voit que déjà à l'époque, ça ressemble quand même pas si loin que ça, par exemple, à du JSX. C'est un peu voilà. Le contrôleur. Comme je vous ai dit, le contrôleur, c'était vraiment dans le jus de l'époque. C'est comme les pantalons pas de def à une époque. À l'époque, nous, on avait le XML. C'était la même chose. Le XML, on avait partout. Ça permettait de tout faire. Nos API étaient en XML. Notre configuration était en XML. On mangeait XML, on dormait XML. Enfin, c'était vraiment l'époque XML. Et donc, ce struts-config que vous imaginez bien dans des grosses applications faisait également, lui, des milliers de lignes. Sinon, c'était pas drôle. Permettait de définir, en fait, tous les points d'entrée de notre application. Donc, on avait ce genre de balise action mapping qui dit à quel pass, donc dans ce cas-là, c'est le pass login, va correspondre ce login action et va savoir ce qui se passe après ce login. Voilà. Là, on va définir nos formulaires, login form, les classes sont juste après. Et ici, on définissait en fait toutes nos routings, en fait, tous nos routings dans l'application, on définit tout ça. Et à quelle servlette et à quelle classe, enfin pas à quelle servlette, à quelle classe ça correspondait derrière. Et avec ça, en fait, on décrivait vraiment tous les enchaînements de notre application et comment ça fonctionnait. Évidemment, on pouvait wildcarder, etc. Mais globalement, c'était comme ça. Les classes derrière, donc là, c'est les fameuses action et action form. Ce qui est plus intéressant, c'est l'action. Donc l'action, là, on était vraiment sur du bas niveau. Je vais montrer la servlette tout à l'heure où on a l'HTTP request en entrée, la réponse en sortie, enfin en paramètre de la méthode. Bon, c'est un peu pareil. On a la request et la réponse directement dans cette méthode-là. Et on peut récupérer en fait les valeurs de notre formulaire, par exemple ici. Ok. Donc c'est vraiment la sécurité, c'est pas un vrai code de prod. On codait pas comme ça à l'époque quand même. Mais voilà. On retournait en fait succès ou échec à cet endroit-là et ça correspondait à ce que succès ou échec ici, et ensuite on pouvait faire les enchaînements des pages. Ok. Donc ça, c'était vraiment comment Struts ça fonctionnait. Évidemment, là, c'est des exemples très basiques. On pouvait faire du code beaucoup plus alambiqué et énorme. Et grosso modo, il faut bien imaginer que là, c'est une requête, une réponse. C'est pas, là, on passe tout le temps par le serveur. C'est vraiment à chaque fois une full page qu'on retourne à chaque requête, à chaque réponse.
Juste pour la petite histoire, à l'époque, aujourd'hui, on fait tous, ceux qui font des Java savent que on fait des jars, on les met dans les Docker, ça marche globalement tout seul et facilement. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, notre application ne devait pas faire un jar, on devrait faire un war. C'est presque pareil, sauf qu'en plus, on a ajouté du XML dedans, parce que ça nous avait manqué. Donc ce XML, qui était un XML qui décrit en fait comment notre application Java doit démarrer. Encore une fois, ici, il est simple, mais bon, il peut être un peu plus compliqué. Dans notre cas, c'est un XML, c'est donc le web.xml, qui était notre amour de l'époque, qui permettait de définir, par exemple, ici, la servlette de struts, qui s'appelle action. Voilà, le fameux contrôleur de struts. On lui donne 2-3 paramètres, où est le struts config, etc. Et puis après, on dit, voilà, sur étoile.do, bon, il y avait beaucoup de points doux à l'époque, puisqu'on parle d'action, donc on faisait des points doux dans les URL, etc. Et à ce pattern-là correspond la servlette action, et la servlette va être appelée sur ces passes-là. On mettait ça dans un war, qui était globalement un zip avec des classes Java d'un côté et de la configuration dans ce fameux dossier webinf. D'accord oui, enfin, ça. Et on mettait ça dans un conteneur de servlette, dans un Tomcat en général. On lançait le Tomcat et notre application a marché. Bon, il y avait 2-3 problèmes. Tout ça parce que je vous ai dit, grosso modo, si on fonctionne comme ça, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, il y a un aller-retour serveur. Okay. Si on commence à faire des contrôles sur les formulaires côté back comme ça, à chaque fois un aller-retour serveur. Donc l'interactivité, c'était pas ça. Et puis la courbe d'apprentissage, on était quand même sur des choses assez bas niveau, souvent qui explosaient. Alors c'est peut-être plutôt aussi sûrement dû un peu aux mœurs de l'époque qui étaient moins dans le clean coding, tout ça, mais c'était quelque chose qui était Struts connu pour avoir quand même une bonne courbe d'apprentissage. Le packaging et le déploiement, c'était pas si simple que ça. Ça pouvait mettre assez longtemps à démarrer, etc. Il y avait de l'outillage. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc globalement, le développement, c'était pas quelque chose qui était hyper fun à faire. Mais évidemment, tout a changé. En quelle année est arrivé JavaScript à votre avis ? En 95 ? Oui, en 95. En 95, tout est arrivé. Alors, ça a été créé par Netscape, ceux qui ont fait le premier navigateur web. Alors, ça a été prototypé, fait en 10 jours. Les plus sympas d'entre vous diront que ça explique également beaucoup de choses. Voilà. Et son but était en fait, Netscape, de produire un langage qui est une sorte qui permet de faire de la cohérence dans les navigateurs et d'avoir un langage un peu lié au navigateur. Au début, ça s'appelait LiveScript. Okay. Il y a encore d'autres noms avant, mais globalement LiveScript. Ils ont appelé ça JavaScript, bien que ça n'a absolument rien à voir avec Java. Mais ils se sont dit, Java c'est à la mode, ça va faire une bonne image à Java. Donc ça c'est un peu pour l'histoire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après ils ont appelé ça ECMAScript, parce que Sun, qui avait Java à l'époque, a un petit peu râlé qu'on appelle ça JavaScript, et ils ont dit, on va appeler ça ECMAScript pour les specs et les normes et tout après. Donc le but de JavaScript, je vous laisse apprécier ce gif aussi, enfin cette image également. JavaScript, ça a été amené assez rapidement avec le moteur JavaScript dans le Netscape. Parce que le JavaScript, il faut bien que ça soit compris par les navigateurs. Le but, c'était que ça soit exécuté côté client, donc côté navigateur. Et ce que permet JavaScript, alors je ne vais pas rentrer dans tout ce que permet JavaScript, ça permet beaucoup de choses, mais ça permet surtout de modifier le DOM HTML, donc les bouts de HTML, côté client, donc sans faire des allers-retours serveur. Et pour faire des allers-retours serveur, il y a quelque chose d'assez important et assez révolutionnaire à l'époque, c'était l'Ajax. L'Ajax, c'est quoi ? L'Ajax, ça veut dire Asynchronous JavaScript and XML, parce qu'on aimait quand même vachement bien XML à l'époque, donc on en parlait quand même tout le temps. J'ai pris ce petit encart parce qu'en recherchant un peu des définitions d'Ajax et ce que ça voulait dire, je trouvais ça sur W3 School et c'était mis vraiment Ajax is a developer's dream. J'en rêve pas la nuit perso, mais voilà. Ça permettait quoi ? Et c'est vrai que c'était révolutionnaire à l'époque, ça permettait d'aller lire en fait quelque chose côté serveur, mais sans recharger la page. Après le chargement de la page. Vraiment un clic utilisateur à une action, un peu comme on voulait en fait. Et ça permettait aussi de mettre à jour des bouts de notre page, des bouts de notre DOM HTML, pareil, sans recharger la page entière. Okay ? Et ça, c'était quelque chose d'hyper important et surtout, c'est quelque chose qui a quand même révolutionné l'interactivité dans les navigateurs web.
Donc à quoi ça ressemblait un appel Ajax? Donc là, c'est un petit exemple tout simple. Un bout d'HTML, ok, avec une fonction loadDoc sur le onClick. Quand on clique dessus, ça appelle de l'Ajax. Enfin, du JavaScript, on va dire vanilla, JavaScript natif, avec un petit bout de code Ajax. Personnellement, j'ai jamais réussi à l'époque à faire fonctionner un bout de code comme ça. Hein. Mais a priori, celui-là, il marche. Et donc, ça permet, voilà, au chargement, on va changer l'intérieur du champ démo. Donc ça, c'est vraiment du JavaScript nature. Avec le retour de notre appel get ajaxinfo.txt. Et ça, on le fait au clic du bouton. Et voilà, c'est complètement dynamique et c'est magnifique. Okay. Mais il y a quelque chose encore de plus révolutionnaire derrière ça, côté JavaScript. Qu'est-ce qui a été révolutionnaire et qu'on se moque beaucoup d'aujourd'hui? Beaucoup, on se moque de ça aujourd'hui, plutôt. Personne n'a l'idée? Mais bien sûr, jQuery. Et ceux qui se moquent aujourd'hui sur il y a jQuery dans le projet, oh là là, c'est mon Dieu, c'est horrible, etc. jQuery, ça a vraiment sauvé la vie de plein de développeurs à l'époque. Ça a vraiment été le combo gagnant pour faire de l'interactivité côté front. N'est-ce pas? Et oui, et peut-être encore aujourd'hui pour certains. Peut-être pas pour ça. jQuery, c'est quoi? En fait, jQuery, c'est une grosse librairie utilitaire au-dessus de JavaScript. Ça permet de simplifier et de faire du code beaucoup plus facile à utiliser, facile à comprendre autour de JavaScript. Ça permet par exemple, donc il y a le fameux $ qui permet d'accéder à jQuery de base. Et ça permet de faire via les sélecteurs, d'aller récupérer des éléments de notre DOM. Donc on peut récupérer avec, par exemple, ici, P, $P, là, ça nous retourne tous les éléments qui ont le tag P dans notre DOM. On peut récupérer avec des classes en faisant point et avec des ID en faisant dièse. Okay. Et avec ça, si on appelle .hide, ça se cache, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire document.getElément, .id, je sais pas quoi. On peut faire aussi ce genre de code. Sans toucher au DOM HTML, on peut attacher des événements, comme button.click, pour dire, au clic sur ce bouton-là, j'appelle mon Ajax. Donc là, j'ai un helper beaucoup plus simple, juste avec des paramètres d'entrée. Et je passe une fonction success pour dire, au succès, je change le contenu de ma div 1, de la div qui a l'ID div 1, de l'élément qui a l'ID div 1, et je mets le contenu de mon résultat de mon appel web. Ok? Et ça, mine de rien, à l'époque, c'était incroyable. Et c'était tellement incroyable qu'on s'est dit, franchement, non, c'est bon, on a trouvé la meilleure solution. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. On fait du Java quand c'est compliqué, quand on doit faire des appels côté base de données, quand on doit faire des contrôles, etc. Et côté front, c'est facile, et on fait ça avec du jQuery, c'est simple, il y a de l'interactivité, on colle des petites GSP, là en haut, on importe juste un script JavaScript dans notre JSP, et puis après, voilà, on fait des événements, c'est magnifique, c'est interactif. Et donc, il n'y a plus qu'à choisir. Il n'y a plus qu'à choisir, côté serveur, j'ai ma logique côté back-end. D'ailleurs, pour le SEO, donc le SEO, c'est tout ce qui est référencement Google, tout ça. Ça marche nickel, on envoie une page, c'est référencé, ça marche très bien. Bon, ok, à chaque fois, donc si je dois passer par le back, je sais que c'est une full page reload. Ok. Donc forcément, l'interactivité, les lenteurs, etc., c'est pas bon. Donc, je fais du jQuery côté client. Très bien. J'ai pas de rechargement de page, j'ai des performances. Bon, par contre, tout ce que je fais en jQuery, le SEO, il ne vous verra jamais, hein, clairement. Ça, on ne verra jamais. Mais bon. Par contre, la maturité de l'écosystème, voilà, j'utilise ma lib jQuery, j'ai rien d'autre. Voilà, je mets ma lib dans mon projet et c'est magnifique. Bon, ça a été magnifique, on était heureux, mais à un moment, il y a des choses qui ont changé, comme d'habitude. L'ère des frameworks. Ça, c'est une petite frise de ce qui se passe. Il y a une chose ultra importante à l'époque. C'est ce petit rond là. Le petit rond Google Chrome. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Google Chrome à l'époque? C'est pas juste le fait que ce soit un navigateur. Dans Google Chrome, fait par Google, hein, évidemment. Ça s'appelle Google Chrome, c'est bizarre. Il y a un moteur JavaScript là-dedans. À l'époque, le JavaScript, c'était dans les navigateurs, en fait, si on avait si on mettait trop de JavaScript, les perfs étaient désastreuses.
C'était pas possible en fait de construire des frameworks, des librairies entières sur JavaScript, c'était pas assez performant. Google arrive avec V8. Ça vient vraiment de la voiture V8, hein. C'est des kékés. Et donc en 2008, le moteur V8 intégré à Google Chrome, ça amène quoi? Ça amène de la perf. Ça amène du JavaScript qui est enfin performant dans le navigateur. On peut mettre beaucoup de JavaScript dans le navigateur sans éclater le processeur chez les clients. Et ça, c'est la révolution. V8, ça va compiler nativement le JavaScript, en fait. C'est pour ça que c'est très performant. C'est pas juste de l'interprétation du code. D'ailleurs, il y a d'autres technos qui ont repris après ce moteur. Mais évidemment, il y a Node.js, qui se base sur ce moteur V8. Mais il y a aussi MongoDB, Couchbase, qui sont basés aussi sur ce moteur-là. Et ça permettait donc de la scalabilité. Donc évidemment, et après, on peut faire plein de JavaScript côté client et tout. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des frameworks JavaScript. Bah, allons-y. Les frameworks JavaScript, bah, c'est parti. Ça, c'est l'époque 2009. AngularJS arrive. AngularJS, framework JavaScript côté client. Tout est exécuté dans le navigateur. Alors, ça permet quoi, contrairement à jQuery et tout ça? Bah, ça permet déjà du framework. Une framework, c'est organiser ses projets. Mais donc c'est-à-dire qu'on change de projet, globalement ça à peu près, ça va se ressembler quand même, on sait où on trouve, on n'a pas 1000 façons de faire. Ça va permettre aussi la collaboration, d'avoir des communautés au-dessus de ces frameworks-là, d'avoir des cours, d'avoir des tutoriels pour les apprendre, etc. Et ça va vraiment changer beaucoup la façon de faire le front. Donc ça ressemblait à quoi Angular à l'époque? Ça ressemblait à ce genre de choses, alors on ne voit pas très bien ce qui est surligné là, c'est déjà des ng-, c'est des directives. Voilà, on pouvait enrichir notre HTML en mettant des directives avec AngularJS. Donc par exemple, ngClick, on peut appeler une fonction todoist.archive qui est ici par exemple, qui appelle une fonction de l'autre côté. Ça se base évidemment sur le MVC, on n'est pas fou quand même, on reste sur des bases qu'on connaît bien. La révolution à l'époque, c'était le two-way data binding, c'est-à-dire qu'en fait en gros, les propriétés étaient liées de chaque côté, que ce soit côté DOM et côté directive. Si on faisait une modification dans l'un, c'était répercuté dans l'autre, et vice-versa. Et on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée de faire ça, d'ailleurs, donc on a arrêté après. Et donc, il y avait une notion de vue, comme ça, pour faire ce genre de document. Et par contre, on s'est rendu compte que... ah ouais, la révolution côté front, c'est sympa, mais c'est compliqué quand même. AngularJS, en fait, on se rend compte que... on n'a pas gagné, en fait. Et je crois que Google, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas gagné non plus, puisque 2014, ils ont fait non, mais c'est bon, il y a Angular 2, on a tout refait, vous allez voir, c'est vachement bien. Ils n'ont peut-être pas dit exactement ça, mais c'est ce qu'il y a eu dans la tête de plein de gens. On s'est dit, bah merde, en fait, j'ai dit un gros mot. Zut, mince. Ma librairie pour faire du front, en fait, je viens de l'utiliser, elle est obsolète. Et donc là, j'ai de la dette technique. Et donc, voilà, le genre de post sur Medium. Plein de posts pour dire pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'était catastrophique, etc. Donc il y avait pas mal d'erreurs de design en fait dans AngularJS. Ça scalait pas forcément très très bien non plus. Alors il faut savoir qu'à l'époque aussi on n'avait pas la maturité de l'écosystème de JavaScript d'aujourd'hui, tous les outils de bundle, etc. C'était vraiment très nouveau tout ça. C'est vraiment le début. Et globalement ce qui ressort de pourquoi AngularJS a raté, c'est déjà parce que quand on annonce un truc 2, la version 2 qui n'a rien à voir, bon déjà c'est un peu compliqué de rester sur ce truc là. Mais c'était aussi le two-way data binding, c'était pas une bonne idée en termes de perf, ça ne marchait pas très bien. Il y avait une notion d'injection de dépendance dans les directives, c'était par nom, ça posait plein de problèmes également. C'était assez artisanal en fait derrière ce qui se passait sur AngularJS. Et donc, 2014, Angular 2. Et à cette époque-là, vous les connaissez tous, il y a nos 3 champions. La bataille des frameworks composants cette fois-ci. Les frameworks composants, React en 2013, alors c'était annoncé en 2014 Angular 2, mais ça arrivait en 2016 la release. Et Vue.js, 2014, donc 2 faits par des GAFA et 1 par quelqu'un. C'est des frameworks qui ont bien pris. Compris assez rapidement. Déjà AngularJS, alors ça c'est un des indicateurs, le nombre de conversations Stack Overflow. Vous imaginez bien que ça décale un peu par rapport à la sortie des librairies et des frameworks, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes après que leur truc soit arrêté. Mais on voit que AngularJS rapidement,
Bon, les pauvres qui posent des questions sur AngularJS en 2020, quand même, je les plains. Il doit y avoir des problèmes, je pense que c'est compliqué. Mais voilà, ces trois librairies ou frameworks-là, je ne vais pas faire la distinction entre librairie et framework, ont complètement trusté, en fait, tout le développement front de JavaScript assez rapidement. Pourquoi ? Déjà, c'est des frameworks orientés composants. Et ça change beaucoup de choses. Le fait de pouvoir réutiliser des composants, composer des pages avec nos différents composants, de pouvoir vraiment être très fin et de ne pas avoir à chaque fois à sortir des DOM entiers qui correspondent juste à une vue de notre page avec des includes, etc. Ça changeait beaucoup de choses. La technologie a évolué au fil du temps, avec tous les types de DOM, les chats de DOM, Virtual DOM, qui ont accéléré vachement les perfs de ces frameworks-là aussi. Le tooling, alors pour avoir fait de l'AngularJS en 2010, tout ce que j'ai appris 2 ans après, ça n'existe plus. Donc j'ai fait du grunt, du bower pour gérer les dépendances. Alors à l'époque, ça écrivait des balises de script dans le HTML magiquement pour mettre les noms de dépendance. Mais c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et ça, au fur et à mesure du temps, ces librairies-là, elles ont pris de la maturité. Donc le tooling à l'époque, que ça soit NPM, que ça soit Webpack un temps, Vite après, etc., ça a permis aussi d'accélérer vachement l'adoption de tout ça avec de l'expérience développeur qui, sans arrêt, a été de meilleure et meilleure et meilleure. Et ces frameworks-là avaient aussi du state management. Pouvoir gérer des états de manière globale dans les applicatifs, c'était des besoins qu'on avait côté front. Quand on commence à scaler vraiment des applis front-end, on a besoin d'avoir des gestions d'état et ces librairies-là le permettaient. Et là, je vous parlais de la suite, c'est pour la métaphore, évidemment, d'une brève histoire du temps. Je rappelle, c'est un livre de Stephen Hawking. Le client-serveur dans le trou noir. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on a vu, je vous ai parlé de framework full stack côté back, d'accord, avec du Java qui, on fait tout côté back. Voilà, on a juste une appli monolithe et après, on expose des pages web. Après, on s'est dit, tiens, on va séparer le front et le back, on va faire du JavaScript, puis on va appeler des API côté back. Et puis là, maintenant, il y a des choses qui se font aujourd'hui, c'est dire, en fait, le client-serveur, on va pas forcément rester là-dessus. Pourquoi on fait ça ? Déjà parce qu'il y a Node.js. Donc Node.js, ça permet quoi ? Ça permet de faire du JavaScript côté back. De manière performante. Et puis on se dit aussi, nos frameworks et tout donner côté client, c'est pas forcément très performant, même s'il y a beaucoup d'outils qui ont aidé à faire de la performance, de la minification au début, etc., des bundles.js, les imports, etc. Finalement, côté back, si on pouvait tout générer côté back, comme à l'époque, ça peut peut-être être une bonne idée quand même pour améliorer nos performances. Ça n'améliore pas que les performances, ça peut améliorer le SEO, le référencement direct, etc. Et donc là, je vous parlais d'une des façons aujourd'hui où on fait ça. Je parlais de Next.js. Donc Next.js, j'attends pour que vous lisiez la blague et tout, c'est fait exprès, hein. Tout est prévu. Next.js, c'est un framework React qui s'écrit côté back. Ça a été créé en 2016 par Vercel. Vercel qui est une boîte qui fait de la plateforme as a service, pour info. L'idée derrière Next.js, c'est de permettre à du React de faire du contenu statique et ou du contenu dynamique. De faire du contenu serveur, avec du server-side rendering, de le faire côté back et de retourner ça côté front, enfin côté dans le navigateur. Ça gère le routing, ça gère des petites choses sympas comme l'image le crop d'image, etc., le redimensionnement d'image côté serveur, histoire que le client n'ait pas, on s'en fait plus trop ça maintenant avec le SVG. Mais bon, à l'époque, on imaginait qu'on faisait du redimensionnement sans SVG, qu'on envoyait des images avec très très grosses au client, en les redimensionnant en CSS après, que ça comme ça. Bon, ça maintenant, c'est géré assez proprement, et Next.js, pareil, ça le gère de façon plutôt native. L'idée de Next.js, c'est exécuter du code React.js, JavaScript, côté serveur. Typiquement, on appelle, avec notre composant React, on va appeler de la database, par exemple, directement. Ça peut être utile aussi pour masquer des données sensibles. Si on a des clés d'API, etc., on va éviter de les mettre côté client. Comme ça, on fait du React, on peut le faire parce qu'avec Next.js, c'est côté serveur, sur du Node. Ça permet aussi potentiellement, par exemple, d'enchaîner les appels côté serveur.
Imaginons, j'ai un enchaînement de plein d'appels en cascade. Bah, c'est peut-être mieux de ne pas retourner à chaque fois par le client pour le faire. Si on fait que du React, bah, on n'a pas trop le choix. Là, on peut le faire côté back, ce qui fait que bah, ça peut optimiser les appels. Quand on envoie ça côté client, on a quand même bah, le côté géographique de la personne qui compte. Hein. Donc à chaque fois, un appel réseau, ça peut être problématique. Là, on peut l'optimiser ça. Et avec Next.js, par défaut, nos composants, eh ben, c'est des composants côté serveur. Donc un peu de code pour vous montrer un exemple de différence avec React. Donc c'est du React, hein, c'est quand même un framework React. Je vais expliquer pour ceux vite fait qui ne font pas beaucoup de React, dont moi d'ailleurs. Donc là on a un composant qui s'appelle myComponent, d'accord? Et le but du jeu c'est de répondre... Ah c'est du JSP, ah non c'est du JSX, pardon. Le but du jeu c'est de mettre le contenu du message dans data. Enfin dans la balise P, pardon. Le contenu du message de data dans la balise P. Donc on fait ça avec un useEffect, d'accord? Au chargement de la page, on va faire un fetch sur cette API-là, on va prendre le contenu de son JSON, et on va setter ça dans data, et après, de façon réactive, React, ça se met à jour et ça s'affiche dans la balise P. Ça, c'est du code, avec un hook React qui s'appelle useEffect, qui permet de faire ça. OK? Là, c'est encore du React, mais avec Next.js. La petite magie, c'est ça, c'est getStaticProps. Hein, c'est une fonction de Next.js qui permet de dire, en fait ça, quand tu vas faire ce composant-là, ça tu vas le rendre côté serveur. Tu ne vas pas le rendre côté client. D'accord? Donc ce bout de code-là, il va être rendu côté serveur. Donc on utilise pareil, le fetch, on utilise l'API fetch de la même manière, mais plus simplement, bah, voilà, le code est plus simple et dans ce cas-là, il y a juste à mettre data.message, puisque de toute façon, quand on va récupérer et on va afficher ce composant-là, ça sera déjà fait côté serveur. Donc il n'y a pas besoin de faire un hook, etc. D'accord. Le DOM, on va l'avoir directement en SSR. Et donc là, c'est magique. On peut tout faire. Un océan de possibilités s'ouvre à nous, on peut tout coder côté serveur, c'est magnifique, comme à l'époque. Ouais. Donc Next.js, c'est un framework full stack React, d'accord, qui peut mettre du front et du back. C'est compatible avec des ORM, évidemment, on peut appeler de la base de données, on peut appeler du Prisma, qui est un ORM donc sur Node, bah, on peut le mettre côté Next, pas de souci. Les plus connectés d'entre vous auraient aperçu ce petit truc qui est arrivé dans une conférence sur les nouveautés de Next.js. Donc, qui permet, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà, mais en gros qui permet dans un composant de faire un await d'une requête SQL insert, d'un composant React. C'est possible, tout simplement grâce à ce useServer qui dit bah ça tu le feras côté serveur par contre, quand même. Quand même, on ne va pas exposer notre database sur internet, on n'est pas fou. Ok, on n'est pas des sauvages. Ça c'est les server action qui est devenu stable maintenant. Ce petit use server sur une fonction, bah, ça dit bah, ça tu vas l'exécuter côté serveur avant de le rendre à ton client. Ok? Ça permet de faire ça avec Next.js. Et donc on va avoir un arbre comme ça, de composants front, de composants back, etc. à composer. Et c'est à Next.js de faire sa tambouille et de retourner ça au client. De manière tout à fait magique. Pas que magique. Ok? Et donc là, le client serveur, bah, on retourne à quelque chose. Bah, en fait, non, on a une appli qui fait tout, le front, le back. Et puis voilà, c'est magique, on a gagné. C'est un framework full stack, React.js. Et donc on prend les mêmes, on recommence. Philippe, voilà, c'est ça. Donc on trouve, comme je disais, on était sur du Java qui faisait globalement tout côté back. On retourne ça au front. C'est du SSR, hein, ça marchait déjà à l'époque le SSR. Hein, c'est pas un truc. C'est juste que ça marchait plus à un moment le SSR quand on s'est mis à faire plein de JavaScript côté front. Est-ce qu'on prend les mêmes, on recommence? Ben, il y a plein de trucs qui arrivent. Alors là, c'est vraiment un extrait de tout ce qui peut arriver en termes de hype dans l'écosystème globalement. Évidemment, React, ils ont dit bah, nous aussi, on va faire des serveurs components parce que bon. C'est quand même chez nous tout ça, donc on va les faire aussi. Et un autre truc qui existait avant et qui n'existe pas maintenant, bah, il y a TRPC. Alors TRPC, qui a entendu parler de TRPC? Donc TRPC, c'est du TypeScript RPC. Okay. Ça permet de faire du typage fort entre le front et le back. Okay. Typage fort via du RPC. Okay. Je vais en parler un petit peu juste après. Histoire d'avoir des contrats forts, voilà, du typage fort entre nos front et back, c'est vachement mieux que des API REST du JSON, c'est révolutionnaire. Vous allez voir. Astro pour faire du JavaScript, pour faire du front sans JavaScript même. On peut faire du statique et tout, mais on peut aussi faire du JavaScript, du React et voilà. Super. HTMX. Je ne vais pas prendre la conférence extraordinaire d'Harold et en parler plus, qui connaît bien plus que moi.
Mais ça peut, grosso modo, faire que du HTML. On fait tout en HTML. C'est super. Et la conf était super. Il y a aussi d'autres choses, Wasm. Alors Wasm, c'est WebAssembly. WebAssembly, non, si on arrête le JavaScript, on fait du Rust dans le navigateur. Parce qu'en fait, le navigateur va savoir lire tout ça, en fait. C'est vachement mieux. On arrête de JavaScript, tout ça, c'est bon, ça suffit. Donc on fait du Rust. Donc on fait du Rust, du Kotlin, hop, ça fait dans le navigateur, et on fait nos web apps comme ça, c'est terminé. Vaadin, Vaadin, c'est quoi? En fait, derrière, les frameworks Java, ils n'ont pas arrêté, en fait. Et oui, les frameworks full stack Java, ça a continué. Struts, ça va pas trop continuer, même s'il y a Struts 6 qui existe d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a Struts 6, je ne sais pas pour qui c'est. Vaadin, ça permet de faire c'est un framework full stack Java. Cette fois-ci, il n'y a pas de full reload, c'est un framework orienté composant. On peut faire du Kotlin dedans et on peut et ça fait des applications riches avec de l'Ajax, etc. Ils ont continué à évoluer en fait Java là-dessus. C'est compatible Spring Boot, donc on lance juste un jar et on a une appli web comme ça. Très bien. Et donc un monde en perpétuelle évolution mais qui reproduit les concepts et les paradigmes du passé. Ça c'est toujours comme ça, ça boucle. Alors il faut bien comprendre que, je vais en parler juste après, mais c'est toujours par rapport à un contexte dans un temps donné, par rapport à une avancée technologique donnée. Ça faut bien s'en rappeler. Les serveurs components. Donc les serveurs components, je rappelle, c'est vous avez une appli, ce bout-là il sera côté client, ce bout-là il sera côté serveur. C'est exactement GWT. GWT c'était ça à l'époque. C'était magnifique GWT, c'est grosso modo vous avez une appli Java. Donc GWT, j'en ai pas parlé parce que c'est pas de la servlette. Oui, c'est très bien GWT. L'idée c'est qu'il y avait un côté qu'on codait en Java. C'est ça. Oui, formateur GWT. Il y avait un côté qui était en Java. Et le but du jeu de ce côté-là, c'était que ça se compile en JavaScript. Je synthétise très rapidement, mais ça sortait du JavaScript et du HTML. Donc, il y avait un package dans votre projet Java qui sortait du HTML. Alors c'était souvent assez long d'ailleurs à compiler tout ça. Et un autre package, lui par contre c'était vraiment du back, et il allait au final permettre de faire du back. Bon, ça ressemble quand même pas mal, je trouve, à des concepts de Next.js par exemple, clairement. Bon, le JSX, Java Server Pages, évidemment, ou PHP même, je pourrais mettre, avoir des langages qui s'écrivent avec des bouts de code, qui se mettent avec du HTML, ça existe pareil depuis la nuit des temps. Des full stack application with Next.js, oui, full stack application with Apache Struts, globalement c'était la promesse de l'époque, c'est la promesse avec Vaadin, c'est une promesse qui n'est pas nouvelle. TRPC, Java RMI, qui a fait du RMI, en tout cas ça date de, le RMI en fait c'est, oui, mais le RMI c'est quoi? RMI c'est, ça permet de faire du RPC en partageant des objets en Java, pour avoir des typages forts. Parce que c'est vachement mieux que des API, n'est-ce pas? Ça existait en Java 2, on n'en fait plus. Je ne sais pas s'il faut tirer des conclusions ou pas, mais ça existait déjà dans Java à l'époque. Et RPC, et Corba, ce genre de choses qui permettaient de faire ça, et de faire donc pas passer par des API, REST notamment. De façon moderne, d'ailleurs, j'ai vu ça, alors c'est dans Vaadin, d'ailleurs, c'est comme ça que Vaadin marche. Il y a ila.dev, .dev c'est le site web. Ça permet donc de partager des typages forts des applications Spring Boot et du React. Ça, pareil, c'est l'équivalent de TRPC, mais sauf que le back, c'est du Java Spring Boot. Ça existe aussi, ila.dev. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les paradigmes technologiques, les innovations, en fait, on les retrouve tout le temps au fil du temps. Et je trouvais la conclusion d'Harold de ce matin qui était très bien. En effet, faut pas... je dis ce que je voulais dire, mais c'était très bien. C'était très très bien. C'était extraordinaire. Oui, non, mais je l'avais juste avant et j'ai oublié. Mais tout ça, tout ça pour dire que tout ça, c'est des outils qui reposent sur des paradigmes en fait. Et ça sert à rien d'être focus sur une chapelle et ça c'est mieux, JavaScript c'est mieux, Java c'est trop daté, on peut plus faire d'application Java. Non, en fait tout ça, c'est pour dire que ça se repose, ça se base sur des paradigmes de techno, des innovations qui perdurent au fil du temps, c'est cyclique, etc. Certains restent, d'autres partent. Adoption, baisse, abandon, ça suivant l'époque, ça peut changer. Ça peut revenir, etc. Il faut bien comprendre que chaque techno, chaque environnement tech dépend de l'époque actuelle. À l'époque, les React.js, jamais ça tournait sur un navigateur sans avoir un moteur V8. En interpréter, c'était pas possible. Avec les réseaux de l'époque, c'était pas possible, etc., etc. Donc, il faut bien se mettre en tête que tout ça, en fait, ça dépend de l'environnement tech actuel. C'est beau ce que j'ai écrit à la fin. Et donc, pourquoi pas comprendre le passé pour prévoir le futur? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci à tous et bon apéro, bien sûr. Bon, dédicace à Stephen Hawking, titre de sa conf. C'est le titre de la conf, tout ça.
Life would be tragic if it weren't funny. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Benjamin de Nantes. Du coup, avec ton expertise et ton âge, tu penses qu'on en sera... Tu penses qu'on en sera où dans 5 ans ou 10 ans? Aucune idée. Je n'ai pas assez d'expertise et d'âge peut-être. Aucune idée. Il faut savoir aussi que la tech, globalement, c'est beaucoup drivé par les gens qui en parlent. Donc typiquement, il y a l'histoire de Docker qui a été beaucoup poussée par les Silicon Valley. En fait, souvent, ça vient de là aussi. C'est pour ça que React, c'est énorme aujourd'hui aussi. C'est parce que là-bas, ça pousse React. Donc en fait, ça dépend beaucoup des trends, de la tech, des gens qui poussent, des gens qui parlent plus fort que les autres, etc. Donc moi, je ne suis pas du tout assez qualifié en tout cas pour savoir ce qui va se passer. Mais, et c'est pour ça que j'insiste encore. Pour moi, ce qui est important, c'est comprendre les paradigmes de chaque techno, chaque outil, plus que connaître et avoir de l'expertise sur l'outil. Pour quand il y aura un TRPC qui arrive, si on a compris pourquoi on fait ça et quels sont les principes derrière, est-ce que vraiment ça peut nous apporter autre que c'est de la hype, je vais mettre TRPC sur mon projet. Je pense que c'est là que c'est intéressant. Donc non, je ne connais pas l'avenir. C'est bon. Qui veut faire du struts? Ce que j'allais dire, c'est lequel ton préféré? Mon préféré, j'ai pas de préféré. C'est toi mon préféré. Car moi, j'ai pas fait de struts quasiment. J'ai fait du Wicket, qui était déjà pour moi assez révolutionnaire à l'époque, parce que c'était un framework composant. Et c'était vraiment très bien d'avoir un framework composant. Et en effet, côté front, on faisait beaucoup de JavaScript, beaucoup de jQuery dans ces composants, qui avaient un côté Java, un côté HTML, tout simplement. Et dans ces composants, on mettait beaucoup de JavaScript pour avoir de l'interactivité. Et donc, voilà. Donc ça marchait plutôt bien. Mais bon, après, voilà. Spring MVC, j'en ai quasiment pas fait. Bon. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le Return Model and View. Le Return Model and View, j'ai toujours eu du mal à ce genre de concept. Non, mais tu peux le passer en paramètre, le Model and View, maintenant. Mais oui. Mais non, ça marchait bien. Effectivement, ça tourne toujours encore. Tu as encore du team leaf et tu as tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On a fait des applis. Ouais, après, c'est ça. Et pareil, alors, c'est pour ça que dans le disclaimer, c'était faut pas être c'était mieux avant et c'était mieux maintenant. Avoir peur de Next.js aujourd'hui, je pense que c'est pas légitime. De se dire, on fait des requêtes SQL dans le composant React. Bah oui, mais finalement, on exécute côté serveur, nous on faisait du strut ou on faisait n'importe quoi dans NetJSP, pourquoi, enfin voilà, c'est pas moins légitime, plus légitime, c'est juste que les concepts reviennent, ça nous fait bizarre parce que nous on voit, c'est du React, je comprends pas c'est côté front, mais en fait c'est un peu l'inverse, nous on a fait le chemin inverse quand on est parti du back pour faire du front, que ça suive le chemin, voilà, c'est toujours la courbe de la maturité, on suit le chemin du front vers le back, on va voir ce que ça va donner. C'est bon? Merci. Bon apéro.